Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, il y a pas mal de choses à dire. Ça a bien bougé sur les cryptos, notamment cette nuit, des altcoins qui chutent plutôt bien. Également le SP500, le marché US là, qui ouvre cette semaine en gap baissier. Donc pas mal de volatilité, un dump sur ce lundi en début de semaine, surtout cette nuit. Donc voilà, on va voir tout simplement ensemble, est-ce qu'il y a des setups ou pas qui s'enclenchent, est-ce que c'est bullish de faire ce genre de signal, ou au contraire, est-ce qu'on est en train d'enfoncer. On commencera par Bitcoin, Ether, on verra quelques altcoins et le marché US. Alors, bon, BTC, au final, sa clôture weekly, elle est pas incroyable. On a quand même ici une mèche qui est assez importante, et surtout, c'est dommage, on n'a pas une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là qui nous validerait cette structure en W. Donc, il faudra peut-être attendre la semaine prochaine. On verra, mais c'est vrai que c'est pas la plus belle des clôtures weekly. Maintenant, quand je dézoome ici en daily, on est en train de pullback, et là, on est vraiment sur le niveau à défendre. En fait, on est au niveau de notre précédente value area high à ce niveau-là. Donc on consolide sur ce niveau, c'est un niveau de support. Là, on est dans le point d'intérêt. Là, les acheteurs doivent se manifester. Ici, ils pouvaient, mais on était assez haut. Mais là, c'est la zone où, de mon côté, je me dis, on doit avoir des acheteurs qui défendent cette zone-là, qui se manifestent. Pourquoi ? Parce que c'est un ancien niveau de résistance qui est censé maintenant faire office de support. Donc si on veut avoir ici une impulsion haussière et entamer notre dynamique haussière, d'accord, c'est dans cette zone qu'on doit avoir un réveil acheteur. Si on commence à réintégrer, ça sera vraiment pas bon pour la suite, et ça me fera de plus en plus penser à ce qui s'est passé en 2022. Donc pour le moment, en tout cas, au vu de la journée, on a quand même une petite réaction acheteuse. On le voit, on va attendre la clôture daily, mais on a ici une mèche qui est assez importante, d'accord, ce qui nous montre que on a bien poussé et on a des acheteurs qui sont manifestés. Moi, j'aime bien ces mèches basses, vous voyez, à ce niveau-là, mèche basse, mèche basse. Là, on a pas mal de mèches basses. Ici, on a des mèches basses. En général, ça nous indique que on a des vendeurs qui poussent et des acheteurs qui se réveillent. C'est plutôt un signe pas mal. Et inversement, quand on a des mèches hautes à ce niveau-là, vous voyez, hop, c'est des signaux qui nous montrent que, le contraire, qu'on a des acheteurs qui poussent, mais des vendeurs qui se manifestent. Donc, on va attendre la clôture daily. Si on clôture comme ça, c'est un bon début, sachant que nous sommes sur un niveau de support, et il faudra ici attendre une structure en W, regagner ce niveau-là. Si on commence à repasser au-dessus de ce sommet-là, ça sera également un signal plutôt bullish. On a ici des moyennes mobiles court terme orientés à la baisse, le 15 minutes qui repasse sous le 1 heure. On a le 4 heures qui a fait office de support, on est venu dessus, puis là on est repassé sous les moyennes mobiles court terme. Donc on est un peu dans une incertitude, c'est ce que je vous ai dit ces derniers jours, et le marché depuis, de toute façon c'est simple, le marché depuis globalement cette phase-là, il est assez compliqué, même sur du court terme. Alors sur de l'intraday encore ça va, mais vraiment sur du moyen terme il est pas facile. C'est pour ça que j'ai réduit mon exposition, je suis beaucoup plus méfiant parce qu'on voit qu'on évolue dans un contexte de marché qui est complètement différent de tout ce qu'on a connu pendant ici une bonne période, où on avait moins de volatilité à la baisse, on avait moins de corrections et c'était un peu to the moon. Et là on est dans une situation où moi je préfère être prudent. Et ça, je vous l'ai dit, ce qui va différencier quelqu'un qui s'en sort d'un autre qui s'en sort pas, c'est sa gestion de risque, sa gestion de ses émotions et sa stratégie, tout simplement. Est-ce qu'il la respecte ou pas, comment elle est élaborée, et est-ce qu'elle est bien réfléchie, et tout simplement, est-ce qu'il a tout simplement des scénarios, des hypothèses en fonction de ce que va faire le marché. Là, c'est vraiment une question de gestion de risque, une gestion de curseur d'exposition, c'est quelque chose que je parle assez souvent, mais vous prenez le cash que vous avez de côté, les USDT, USDC, le DAI, également ça peut être de l'euro, du dollar, qui sont prêts à être investis dans les cryptos, et de l'autre côté, vous prenez vos cryptos, toutes les cryptos que vous possédez, les altcoins, BTC, ce qui est en stacking, etc. Vous déterminez votre balance cash crypto, ça va vous permettre de voir est-ce que vous avez pas mal de cash ou pas de côté. Faites cet exercice-là, comme ça vous naviguez pas à l'aveugle et vous savez globalement quelle est votre répartition. Si vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes, je sais pas moi, 100% crypto, 0% cash, bon, c'est pas la meilleure des situations parce que si on a un marché qui dump, vous avez rien pour racheter la baisse. Si vous êtes dans une situation inverse où vous êtes 90% cash, 10% crypto, si ça monte, vous êtes également, c'est plus compliqué. Moi ici, pour moi, la balance la plus intéressante, c'est d'être entre 40-60 et 60-40. 40-60, 50-50, etc. Je pense que c'est une exposition qui me semble correcte au vu de la situation du marché. On reste quand même exposé à minima, mais on a quand même du cash au cas où on va plus bas.
Après, parmi ces 50% crypto, est-ce que c'est du BTC, de l'Ether, des altcoins? Ça dépend de vous, de votre profil, et chaque portefeuille doit être adapté à un profil. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez un portefeuille qui n'est pas adapté à votre profil, bah vous allez vraiment galérer. Sur du court terme, ça peut bien se passer. Sur du long terme, je vous garantis que vous ne serez pas satisfait. Vous allez avoir des biais émotionnels qui vont s'enclencher parce que vous avez un portefeuille qui n'est pas adapté à votre profil, et vous n'arriverez pas à dégager des revenus réguliers sur du long terme. Donc voilà, en tout cas, ici, on est dans une zone, faut vraiment faire attention, on est sur un niveau décisif, ça on l'a longtemps répété, et voilà, on s'approche du niveau d'invalidation. Si on commence à s'installer, passer en dessous de ce niveau-là, passer sous les 90 000 $, ouais, là ça sera vraiment pas bon. Donc là, on s'y approche doucement, faut avoir des acheteurs qui se réveillent, on est dans cette zone d'imbalance. Pour le moment, on peut toujours faire des creux de plus en plus haut, mais faut maintenir ce niveau-là. Si on arrive à un stade où on ne fait plus de creux de plus en plus haut, ça serait quand même plutôt bearish pour la suite. Donc là, idéalement, on aimerait bien en 4 heures, 1 heure, voir ici une structure de retournement, repasser ici au-dessus des moyennes mobiles. On a également des nouveaux points pivots weekly, vu que c'est une nouvelle semaine. Alors, point pivot weekly, hop. On a le point pivot weekly principal vers les 94 000 $, à peu près 93 900 $. On a ensuite point pivot weekly support 1 au niveau des 89 900 $, et résistance 1 au niveau des 97 700 $. On va toujours garder à l'esprit ces différents points pivots. Au cas où on a des retracements, tu as toujours des niveaux intéressants pour potentiellement prendre des longues, ou prendre des profits, ou prendre des shorts également, si on retourne chercher des extrémités. Donc voilà, de ce côté-là, qu'on l'a vu ensemble, les moyennes mobiles, on est dans une phase de compression avec un 4 heures qui fait office de support, et 15 minutes, 1 heure, on passe en dessous pour le moment. Donc pour moi ici, déjà sur l'intraday, j'ai pas de setup qui s'enclenche. Moi je vous ai déjà montré, mes setups sur l'intraday, ils vont surtout s'enclencher quand j'ai un bon momentum. Alors après j'ai des setups automatiques qui peuvent s'enclencher, bon c'est pas le cas aujourd'hui, mais pour ça, voilà, j'ai juste des alertes qui s'enclenchent. Est-ce que mes règles sont respectées? Si oui, je rentre, sinon je rentre pas en position. C'est un setup 100% automatique que même un enfant de 3 ans pourrait utiliser. Et ensuite, j'ai ici des setups de continuation de tendance, mais pour ça, il faut avoir une bonne tendance, et pour le moment, on est un peu dans une confluence, dans une divergence entre toutes les moyennes mobiles, vu qu'on a un 4 heures qui est plutôt haussier et un 1 heure qui est baissier. J'aime bien avoir une convergence, comme j'ai pu prendre des trades, c'était BTC ou Ether, je sais plus. Ether, c'était où? Bah c'était ici, vous voyez. Quand on est comme ça dans ce genre de conditions de marché, avec un 3 minutes au-dessus du 15, un 15 au-dessus du 1 heure, toutes les moyennes mobiles orientées à la hausse, bah ça donne ce genre de trade. Et actuellement, j'en ai pas. Donc c'est pour ça, je préfère patienter de mon côté jusqu'à qu'on ait tout simplement des nouveaux des conditions de marché intéressantes, en tout cas pour moi, pour trader ce genre de flux. Et mon but, c'est, si pendant un mois j'ai un marché qui est plat, et que pendant un mois que je prends 2-3 trades, et ben je prends 2-3 trades. J'ai pas un quota, y a pas quelqu'un qui me dit ouais Nico, faut que tu prennes 20 trades dans le mois, 30 trades. Non, si j'en prends 2, parce que j'ai pas les conditions qui sont enclenchées juste 2 fois, et ben je les prendrai que 2 fois, tout simplement. Ça, c'est vraiment une règle qui est très importante, et il faut pas forcer certains trades. Moi, actuellement, j'ai toujours 2 trades en cours, qui se passent pas super bien pour le moment. J'ai Optimism à ce niveau-là, on m'a pas enclenché. Pourquoi? Parce que j'ai encore des stop loss en clôture, ok. Mais si on commence à clôturer en dessous cette bougie impulsive, je sors de ma position. Au final, Optimism, c'est pas parti. Comparé ICP, c'est parti, on retrace. Pareil, j'ai des stop loss en clôture également sur ICP. J'ai toujours ces trades qui sont en cours, et puis s'il faut prendre une perte, faut prendre une perte. Et même si je prends une perte sur ces deux-là, ICP je peux pas parce que j'ai mon stop loss qui est à break-even, c'est-à-dire que si on clôture en dessous de cette bougie daily à ce niveau-là, je sortirai. Donc au pire je prends un break-even sur ICP, mais même si je prends une perte sur Optimism, voilà, je perds moins un R. Quand je compare avec le trade que j'avais pris à ce niveau-là sur Ethereum, le trade que j'avais pris également sur Solana, je sais plus s'il est sur ce graphique-là, non, il doit être sur un autre graphique, hop, qui a été un très bon trade ici au niveau du break. Un trade que j'avais pris sur BTC également en début d'année. Voilà, au final, je reste en positif. Et ça, c'est quoi qui permet de faire ça? C'est tout simplement d'avoir une bonne gestion de risque. Si quand je perds sur Optimism, je perds, je sais pas moi, moins 5%, et quand je gagne plus de pourcents, non, ça c'est une mauvaise gestion de risque. Un bon trader, c'est quelqu'un que quand il perd moins un R, mais quand il gagne, il va gagner plus 2, plus 3, plus 4. D'accord?
qui fait que quand tu prends un trade gagnant et que tu prends plus 4, il faut 4 trades perdants. Bon, après, il y a les frais de trading, je prends pas en compte, parce que ça dépend si vous faites du scalping, du long terme, etc., des réductions de frais que vous avez, etc., etc. Mais quelqu'un qui ici prend 4 trades perdants, et ben, là, il retourne à break-even. Mais vous voyez, entre un trade gagnant et 4 trades perdants. Pourquoi? Parce que quand on prend un plus 4, on laisse courir les gains. Et quand on prend un moins R, on coupe rapidement les pertes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ben, je vais sûrement prendre une perte sur Optimism. Est-ce que la question, ça c'est vraiment important ce que je vais vous dire, et c'est primordial dans votre trading. Je sais que quelqu'un qui débute, ça va sembler intuitif, mais pourtant c'est vraiment important. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez respecté votre plan, et est-ce que si on vous remet dans la même situation, avec les mêmes conditions de marché, vous rentrez à nouveau. Et moi, là, si on me remet ici le 14 janvier, dans la même situation, oui, ce trade, je le reprends. Et c'est ça qui va vous permettre de vous dire est-ce que c'est un bon trade ou pas. Beaucoup jugent la qualité d'un trade sur son résultat. Ah, le trade est gagnant, c'est un bon trade. Ah, le trade est perdant, c'est un mauvais trade. Non. Demain, je prends une personne comme ça au hasard dans la rue, je lui dis est-ce que tu long ou tu short? Il me dit je short et il a raison, et il a gagné. Est-ce que c'est un bon trader? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de lui quelqu'un de rentable sur le long terme? Non. Et voyez cet exemple-là avec un exemple que j'adore sortir, j'ai même fait une vidéo complète là-dessus. Vous prenez deux personnes, une personne A, une personne B, ok? Là, il y a une grande route, d'accord? Et la personne A traverse une grande route, il y a pas mal de voitures, il y a du flux, etc. Il y a beaucoup de voitures ici qui traversent. La personne A, elle traverse, elle arrive, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, ok? Elle fait le taf, elle traverse et elle se fait renverser. Et à décède sur le coup. Et ensuite, on a la personne B, ici, qui se met un bandeau sur les yeux, qui traverse sans regarder, et va de l'autre côté, ici de la rue, tranquillement, et elle est vivante. Qui a pris la bonne décision? C'est la personne A. Le résultat, il est comment? Il est négatif. Est-ce que si cette personne-là, on la remet dans la même situation, elle refait la même chose? Oui, parce qu'elle a bien fait. Alors que la personne B, est-ce qu'elle a mal fait? Non. Pourquoi ici, cet exemple-là, il est un peu contre-intuitif? Parce qu'on prend un seul échantillon. On fait le test qu'une fois. Maintenant, s'il n'y a pas une seule personne ici, mais là, on va dire, il y a une queue, il y a 10 000 personnes. Et ici, il y a également 10 000 personnes. Et bien là, vu que l'échantillon, il est plus important, à coup sûr, il y aura plus de morts ici qu'ici. Parce qu'on peut pas se baser que sur un échantillon. Ça, si vous comprenez ça, je vous promets, votre trading va changer. Votre vision des choses va changer, vous allez clairement vous améliorer. Et ça, c'est de comprendre que un trade, ça veut rien dire, et le résultat d'un trade ne remet pas en cause votre stratégie, votre manière de trader. C'est trop peu significatif, parce qu'il y a toujours une part d'aléatoire. Par contre, c'est sûr, si là, je continue à prendre des trades comme ça, et au bout de 100 trades, j'ai 90 trades perdants, là, ok, là on peut prendre du recul et se dire, très bien, là il y a un problème de stratégie, c'est pas très bon, etc. Là je suis d'accord. Mais un trade, ça veut absolument rien dire. Et vous voyez, si je prends en exemple ICP, le trade que j'avais pris en novembre, d'accord, qui est à peu près dans le même état d'esprit que les trades que j'ai pris là, vous voyez, ce trade-là, les gains qu'il m'a réalisé, je peux prendre les deux trades perdants ici, je suis toujours en positif. Comme je dis, ça c'est une question de gestion du risque. Et c'est là l'important, c'est que même dans les trades perdants ou qui partent pas bien comme ça, on peut apprendre des choses et on peut comprendre comment le marché fonctionne, comment le trading fonctionne, d'accord? Moi je préfère vous montrer quand ça se passe mal comme ça, parce que souvent les gens ils vont montrer quand tout se passe bien, etc. Oui, je le fais aussi, moi quand j'ai des trades, au début d'année j'ai eu des trades qui étaient pas mal sur du court terme, je vous les ai montrés, il n'y a pas de souci. Mais quand ça se passe mal, faut aussi les montrer, et faut aussi montrer et faire comprendre que c'est pas parce que ça se passe mal que ça y est, c'est ma pire semaine, que faut tout remettre en cause. Non, c'est comme ça, ok? Pour le moment, ces trades sont pas clôturés, on verra ce que ça donne. Optimism, ça part quand même vraiment mal, faudrait que le BTC ici pose un bottom et se reprenne, sinon ça va être compliqué. ICP, au vu de la volatilité, on sait jamais, on peut avoir toujours des surprises, on voit qu'il a très bien rebondi, et c'est là l'importance également sur, comme ça, du moyen long terme, quand je suis en spot, ou alors avec un effet de levier vraiment bas, et j'ai des alertes de partout, je suis assez actif devant les écrans, d'avoir des clôtures d'avoir des invalidations des stop loss en clôture, ça évite de se faire sortir comme ça sur des mèches. Chose que je ne fais pas en intraday parce que c'est délicat, j'ai des effets de levier, c'est différent. Ok. Voilà. En tout cas sur le suivi des trades. Alors on va parler maintenant d'Ether qui lui réagit automatiquement sur son extrémité haute. On l'avait vu comme quoi Ether c'était plus compliqué pour se positionner parce qu'on était tout simplement sur une zone de résistance, et quand on est comme ça sur une zone de résistance, on va pas chercher des longues,
Pour la simple et bonne raison, la personne qui est longue ici, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe la cassure d'une résistance. C'est la pire chose, d'accord? On n'anticipe jamais. Mais surtout, son invalidation, elle la met où? Tous plus bas? Très bien. Risk-reward 2 pour 1. C'est-à-dire que là, pour que ce trade passe, il faut qu'elle casse une résistance, 2 résistances, et qu'elle aille chercher presque la 3e. Est-ce que d'un point de vue probabilité, c'est intéressant? Est-ce que les probabilités sont dans le sens du trader ici? Pas du tout. La personne à la place, se place sur un niveau de support, quand on a une réaction acheteuse, avec un stop loss tous plus bas. Hop, ici, risk-reward 2 pour 1. Est-ce que déjà c'est plus réaliste? Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de résistance à casser, il y a juste un retracement sur une prochaine zone de résistance. Raisonnez toujours de cette façon-là, quand vous voulez vous positionner. Où est-ce que vous mettez votre stop loss? Où est-ce que vous mettez vos TP? Parce que moi, des fois, j'ai des setups qui s'enclenchent. Des setups automatiques, des setups de suivi de tendance. Mais si j'ai pas le risk reward qui est intéressant, je ne rentre pas en position. Des fois, ici, j'ai toutes mes conditions qui sont réunies. J'ai ma prise de mon extrémité j'ai été chercher mon extrémité, j'ai eu ma réaction acheteuse, j'ai le pullback, j'ai tout ce qu'il faut. Je place mon entrée, mon stop loss, je mets mon TP, je vois un risk reward de 1,5 pour 1. Je ne prends pas. Parce que le risk reward n'est pas ici intéressant. Et c'est également quelque chose qui doit faire partie de votre trading. Est-ce que vous êtes prêt à accepter de perdre tellement de temps pour gagner si peu? Bah moi, souvent, c'est la réponse est très souvent non. Donc ça, c'est également quelque chose qui doit faire partie de votre stratégie. Ether, je voulais regarder avec vous ici, moyenne mobile. Bon, on rejette au niveau du tunnel daily, on repasse sous le 15 minutes, sous le 1 heure, on a le 4 heures qui est en dessous, qui fait office de support. On a ici des nouveaux points pivots weekly également. Résistance 1, 3400 $, point pivot principal 3250 et support 1, 3100, qui est d'ailleurs en confluence ici avec le point pivot yearly. Donc si on revient chercher ce niveau-là, ça peut être une bonne zone également pour chercher des longues. On serait à peu près en confluence avec à peu près le milieu de range ici. Donc voilà, sur Ether, ça peut être une bonne zone. Au niveau du marché US, alors j'ai l'impression que, je vous le disais la semaine dernière, on avait un or qui faisait des ATH, on avait le SP500 ATH, Nasdaq qui poussait bien, etc. Je vous disais, il y en a un qui ment. Là, c'est déjà un marché qui me semble plus réaliste, d'accord? On a les risk-on qui baissent, les risk-off qui performent. Là, voilà, on voit que l'or ça performe, les obligations également. Là, c'est des signes plutôt qui me rassurent dans le sens où on n'a pas un marché qui est aussi étrange qu'on a eu sur les dernières semaines où il y avait tout qui montait. Et je vous disais, il y en a un qui ment. Je vous ai dit, pour moi, il y a plus de chances que ça soit le marché US qui ment. Pourquoi? Parce que il y a le contexte macro. Il y a l'affaiblissement au niveau du SP500. Il y a aussi mes convictions à moi, ma lecture de marché et une petite intuition personnelle. Et l'intuition, c'est pas que du hasard. L'intuition, c'est aussi à force de passer du temps devant les graphiques. On enregistre certains éléments et du coup, il y a le cerveau qui peut nous donner des alertes. Et ce que nous fait le SP500 ici, moi je serais prudent. Déjà, je ne serais pas du tout acheteur. Moyen, long terme, non. Même si on est au-dessus ici des moyennes mobiles, déjà on perd le 1 heure, le 15 minutes, on est dans le 4 heures. Si on perd le 4 heures, c'est direction le tunnel daily. Et honnêtement, moi je serais méfiant. Alors, attention, parce que moi il y a quelque chose qui me dérange, et pour le moment ils ont raison. Je peux pas dire pour le moment, ces gens-là ont raison. Mais depuis longtemps, ça fait depuis au moins 2022, il y a une mode depuis 2022 que je vois ça, c'est le fameux DCA sur le SP500, parce que on prend une moyenne sur les 30-40 dernières années, et on se dit que le SP500 fait en moyenne 10% par an. Une moyenne, d'accord. Et du coup, il y a des calculs qui sont, voilà, vous faites un DCA mensuel, et avec les intérêts composés, après 30-40 ans, vous arrivez à la retraite, si vous avez une retraite, ce qui est très très peu probable, mais vous arrivez, admettons, à la retraite, et vous repartez avec 1 million. Vous avez votre retraite. Ça, c'est la théorie chez beaucoup de personnes. Pour le moment, ces personnes-là ont raison. Et le marché fait ATH sur ATH, et toutes les personnes qui ont suivi cette stratégie, pour le moment, sont en positif. C'est très peu de chances qu'une personne qui a fait du DCA sur l'SP500 soit actuellement en négatif. Le problème, c'est, on est très haut, rien ne nous empêche d'avoir ici un range qui dure 15 ans, et on a un marché, si l'économie aux États-Unis se dégrade. Moi, ça me surprendrait pas, dans les 10-15 prochaines années, d'avoir une rotation au niveau actuellement c'est le marché US, c'est les Américains les plus puissants au monde. Attention à l'Inde
et à la Chine, d'accord, faut pas les oublier. Et on a vu qu'avec le temps, on a des cycles. Avant, c'était pas les États-Unis les plus forts, on avait l'Angleterre, on avait voilà, c'est cyclique comme ça dure des périodes, d'accord. Et depuis maintenant des décennies, notamment depuis 20e siècle, on a les États-Unis qui sont leaders. En général, les transitions, c'est des guerres ou des grosses crises comme ça. Et potentiellement, est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'historiquement, on a des rotations comme ça. Et on est haut. Et moi, je pourrais pas me positionner aussi haut sur le SP500. Le meilleur conseil que j'ai toujours donné, qui s'est avéré vrai qu'on a eu cette baisse, qui s'est avéré vrai qu'on a eu également cette baisse, c'est quand vous commencez à avoir une chute de moins 20%, ça devient intéressant pour vous positionner sur le SP500. Pour la simple et bonne raison que à Wall Street, aux États-Unis, eux, à quel moment ils indiquent que nous sommes en bear market, c'est après un moins 20%. Vous voyez, sur les cryptos, bon, en général, c'est après un moins 70%, mais moi, comment je caractérise un bear market, c'est une dynamique baissière. C'est tout simplement, en weekly, des creux et des sommets de plus en plus bas. Quand je vois des creux et des sommets de plus en plus bas, là, je me dis, ok, nous sommes en bear market. Nous sommes en bear market. Le bear market, ça dure pas spécialement 20 ans, mais ici, vous voyez, de 2021 jusqu'à temps qu'on reparte ici dans une dynamique haussière, donc pendant 2-3 ans, nous sommes en bear market. Alors que eux, là-bas, ils estiment que quand on fait un moins 20%, on est en bear market. Donc ça veut dire que, crack Covid, vous voyez, on est en bear market. Sauf que eux, leur bear market, il dure 2-3 semaines. C'est-à-dire que là, si on prend cette baisse-là, hop, nous sommes en bear market. Tous ceux qui ont vendu parce qu'ils ont entendu qu'on était en bear market, au final, ils ont raté ici une bonne hausse. Donc ça devient intéressant pour ceux qui cherchent à se positionner sur l'SP500 à partir de moins 20, moins 30%, de chercher tout simplement des longs. Mais je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous faites du DCA sur le SP500? Est-ce que j'ai pas de mal à avoir du SP500 dans un wallet? Mais moi, je préfère avoir un DCA intelligent sur des niveaux intéressants, sur pas n'importe comment, pas en achetant ici un top de marché. Et est-ce que vous croyez à l'Amérique qui va continuer à être le leader, et voilà, il y a l'Inde, il y a la Chine, tout ça, c'est des questions à se poser. Et on n'est plus comme c'est toujours délicat. Après, c'est toujours délicat, parce qu'on pouvait se poser la même question ici, on pouvait se poser la même question ici. Au final, on a toujours ici un marché US qui croît. Mais moi, je suis pas fan du SP500. Hold ça pendant 40 ans. En plus, je pense que si vous regardez mes vidéos tous les jours, c'est pas spécialement pour que je vous le dise. Faites un achat sur le SP500 et attendez un mois, refaites un achat, vous faites ça 40 ans et vous êtes millionnaire. Je pense que le but, c'est peut-être d'être millionnaire un peu plus rapidement qu'à 60 ans, peut-être pour certains qui m'écoutent, ou au moins d'être un peu plus actif, et surtout ne pas juste prier et se dire, ok, j'espère que le SP500 sera toujours vivant, enfin les États-Unis seront toujours vivants dans 20, 30 ans, ça dépend de l'âge de chacun. Voilà, je m'éparpille, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion qui est intéressante, surtout qu'on a ici un or qui fait ATH sur ATH, parce qu'il nous montre que on a ici de l'incertitude, logiquement, l'or c'est une valeur refuge. Quand on part comme ça sur des ATH sur ATH sur ATH, c'est que on a des investisseurs, on a une économie, d'accord, qui est plutôt incertaine, où les gens préfèrent se protéger en se réfugiant dans des valeurs refuges, tout simplement, comme l'or, comme l'argent, et on le voit bien ici. On a un or qui fait ATH sur ATH. Ce n'est pas du tout rassurant pour les marchés risk-on, et ce qui n'est pas non plus rassurant pour les cryptos. Donc à voir si ça dure. C'est la première fois là depuis un moment qu'on a une corrélation entre le marché US et les cryptos. D'habitude, sur les derniers temps, là on avait vu que quand on avait un marché US qui chutait, on avait des cryptos qui montaient et inversement. Bon, de l'autre côté, les altcoins. Moi, vous savez, mon avis, altcoin long terme, je suis à nouveau transparent avec vous, c'est bon. Voilà. Il y a eu des phases où c'était intéressant d'en posséder. Moi, actuellement, je veux pas dire que je suis BTC maximaliste, mais déjà, c'est ceux qui avaient beaucoup de BTC qui en ont profité de 2023, 2024, 2025. Je me sens à moitié concerné parce que j'en avais pas mal, mais pas assez visiblement. J'avais quand même des altcoins. Mais heureusement, j'avais du BTC de l'Ether à 50% facile sur ce cycle haussier. Maintenant, moi les altcoins actuellement, il y a rien. J'ai pas envie d'en entendre parler. Il y a rien, d'accord. C'est-à-dire que on a des altcoins qui continuent de chuter. Il y a pas de bottom qui sont posés. Il y a des altcoins c'est totalement mort. Rien n'empêche de les trader comme je l'ai fait ici, de jouer un rebond. Mais vous voyez, c'est un trade que je vais garder quelques jours, quelques semaines max. Je vais pas commencer à me dire tiens je rentre sur Optimism parce qu'on retourne à la TH. Non. Et honnêtement, positionner sur des altcoins actuellement, c'est très délicat. Et c'est jouer un peu avec le feu, c'est jouer avec votre portefeuille. Donc moi, j'ai toujours le même avis. J'ai principalement du cash, j'ai du BTC, j'ai de l'Ether,
j'ai un tout petit peu de Solana, mais je ne rentre pas sur Solana. Auparavant, j'hésitais à rentrer sur Solana, mais non, Solana, je ne rentre pas, et j'ai de l'hyperliquide. J'ai de l'hyperliquide. Hyperliquide, c'est faible en ce moment, faut le reconnaître. Le fonda ne change pas, ça reste un bon projet, un projet qui se décorrèle des autres cryptos, qui continue à performer bien plus que certaines cryptos. De toute façon, il y a juste à comparer hyperliquide. Vous mettez la plupart des cryptos, enregistrent une pire performance comparée à hyperliquide. Vous prenez 2025, vous voyez la différence. Sur 2025, si on regarde sur 12 mois, on est flat. On va dire qu'on est à B. Bon, alors ça c'est pour quelqu'un qui est rentré au même niveau et est ressorti au même niveau. Personnellement, je suis rentré à $13, j'ai pris mes profits sur 35, $40, etc. sur le SP500. Sur le SP500, sur hyperliquide. Il y a très peu d'altcoins, là je peux me mettre en 12 mois. BNB c'est plutôt pas mal. XRP 2025 c'est dans le rouge. Solana c'est dans le rouge. Là c'est fortement dans le rouge, vous voyez, il y a très peu de cryptos qui en 2025 propose une année dans le vert. Il y en a très très peu. Donc à partir du moment où déjà vous avez une crypto qui est dans le vert en 2025, c'est déjà un bon choix comparé au marché, parce que je pense sur 100 altcoins, il doit y en avoir une dizaine quinzaine, vingtaine grand maximum qui sont dans le vert en 2025. Maintenant sur hyperliquide, ça reste une altcoin, et c'est pour ça que j'ai eu des ordres en mode E plus Z qui ont été exécutés sur cette baisse-là. J'en ai encore jusqu'à $20. Par contre, après, j'attends sur hyperliquide. Comme je l'ai dit, c'est un bon projet, j'ai de bonnes convictions, pas au point de m'exposer à 30-40. Actuellement, je dois avoir 8-10% d'hyperliquide, mais j'ai une partie qui est encore en attente, et j'ai du cash. Comme je vous ai dit, j'ai deux manières de me positionner, soit en mode épuisette, soit, et souvent j'associe les deux, c'est-à-dire je fais une partie en mode épuisette, et une deuxième partie où j'attends qu'un bottom soit dessiné. Pour le moment, sur hyperliquide, il n'y a aucun bottom qui est dessiné. Donc j'attends. Et je veux pas immobiliser tout mon cash. Voilà. Actuellement, vous avez mon avis sur les altcoins. Je veux pas faire peur. Quelqu'un qui est full altcoin, c'est sûr que c'est pas la meilleure situation. Je suis toujours transparent avec ce que je dis. Mon but, c'est pas de vous rassurer, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil. Il y en a beaucoup qui vont être comme ça sur Internet à dire, ouais, l'alcoin season arrive. Et il dit ça depuis 3 ans, tous les mois. Ok. Il y a eu des moments où il y avait des signaux intéressants pour l'alcoin season. J'étais le premier à vous en parler, notamment quand on a break ce niveau-là. Et même quand on a break ce niveau-là, ça n'a pas eu lieu. On n'est pas parti aussi fort. Pour le moment, il n'y a pas d'alcoin season pour le moment, et je préfère de mon côté être méfiant. Donc voilà, en tout cas, vous avez mon avis sur les altcoins, il peut y avoir des setups qui s'enclenchent, mais pour l'investissement long terme, je préfère de mon côté patienter, en ce moment me concentrer sur BTC, Ether, peut-être les altcoins plus tard, si on a des signaux qui sont plutôt encourageants. J'ai fait le tour, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous faites en ce moment, votre sentiment de marché. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.